Anaïs, ça va être à vous, je dirais, à la fois pour les utilisations, mais aussi pour l'intégration. Donc je vais vous demander quasiment d'être bicéphale, hein, d'être à la fois jappé. Donc vous avez un cursus et un itinéraire de démarrage de spécialiste de ce qui était biomédical, mais aussi de ce qui était l'intégration de nouvelles technologies dans le domaine de la santé par le biais des dispositifs médicaux. Et maintenant, vous êtes responsable donc pour la start-up Jappel du développement globalement des exosquelettes et de leur adaptation. Donc est-ce que vous pouvez nous parler, là j'ai mis plusieurs photos, donc à droite d'autres types d'univers et puis à gauche plutôt d'univers de soins, peut-être de nous parler d'abord de l'univers de soins. Oui, effectivement, on a remarqué que dans l'intégration des exosquelettes en entreprise, effectivement, l'intégration des exosquelettes dans les entreprises, on a bien vu que ça a commencé dans les grosses industries, la logistique, et effectivement, on a vu, de par la période et la période Covid qu'on a tous vécu, la détresse aussi des soignants et le besoin qu'eux pouvaient avoir pour se faire assister dans leur quotidien. Moi, c'est un secteur qui me touche tout particulièrement de par mon passé, effectivement, et mon background médical. Et ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, on travaille dans le milieu hospitalier, quand on parlait de soignantes ou d'infirmières, avec des personnes qui travaillent avec d'autres humains. Donc il y a une grosse démarche d'intégration qui est très importante. Il y a des contraintes qui sont très très fortes dans ces secteurs sur la mobilisation des patients, mais aussi sur des postures qui sont pas toujours adaptables. On ne peut pas automatiser généralement parce que les chambres ne sont pas faites pour, parce que les personnes avec lesquelles on doit travailler sont des personnes qui ne sont pas toujours conscientes, qui n'ont pas toujours toutes leurs facultés. Et c'est le soignant qui va lui assister le patient dans son quotidien. On parlait tout à l'heure aussi de l'adaptabilité dans l'environnement de travail. Si on prend l'exemple des auxiliaires de vie qui, elles, vont chez les patients dans l'hospitalisation à domicile, où là, en termes d'environnement de travail, c'est encore pire puisqu'on travaille sur des lits qui ne sont pas du tout des lits qui sont adaptables. On ne peut pas monter forcément en hauteur dans des environnements qui peuvent être très restreints en termes d'espace. Là, c'est la même façon. En termes de contraintes, pour ces auxiliaires de vie, on remarque qu'il y a de grosses problématiques et qu'on ne peut pas automatiser l'ensemble des maisons de tous les patients chez qui on doit aller. Donc il y a un gros travail là-dessus. Quand on les accompagne, il faut effectivement bien identifier l'ensemble des tâches, il faut travailler avec eux pour identifier sur l'ensemble du poste de travail toutes les tâches qui vont générer des contraintes, à quel niveau elles vont générer des contraintes, pour savoir quel type de solution on va mettre en place. Pas forcément un exosquelette, il existe plein d'autres solutions. L'idée, c'est pour tout ce qu'on ne peut pas automatiser, pour tout ce dont on ne trouve pas de solution, l'exosquelette, ça peut être une solution pour venir compléter tout ce qui est déjà fait en parallèle dans ces structures hospitalières. Pour compléter, on va revenir après sur les mécanismes, mais pour compléter sur l'univers de soins, c'est-à-dire que nous, on a monté notre premier UX Forum spécialisé sur les métiers de soins il y a quelques mois, globalement là maintenant. Et en fait, en regardant, je pense que vous aviez dû voir ça aussi pendant les périodes de confinement, et en fait, c'est venu d'un help, je vais vous dire, de ce qu'était, là pour le coup, c'était une femme qui était médecin, réanimateur au CHU de Nancy, et qui, là aussi, les choses, encore une fois, se font beaucoup sur les questions personnelles, a appelé, d'ailleurs, une de ses copines qui est Madame Robot, Madame Robotique à l'Hydria, et il lui a dit, écoute, est-ce que tu ne veux pas essayer de nous trouver une solution, parce que là, et en plus, il devait changer souvent les personnels qui étaient à la fois des infirmières, des aides-soignantes, ils avaient mis des internes juniors, enfin bref, tous les gens qu'on mobilisait là-dedans pour aider, retourner, aider nos personnels, et le réflexe qu'a eu cette fille qui s'appelle Irina, qui est absolument géniale, a été de dire il faut qu'on trouve. Alors ils n'ont peut-être pas effectivement trouvé tout de suite la bonne solution, mais ça a été le déclencheur. Et là maintenant on commence à voir effectivement dans un certain nombre de CHU un appel un peu systématique, parce que déjà même si on croise tous les doigts la grande période, j'allais dire, de saturation des réanimations et derrière nous, mais quand même globalement ça continue effectivement. Et là on est un peu parce que ce que vous expliquez, Lionel, Thomas et vous Anaïs tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est aussi par essai, c'est-à-dire que les postures sont extrêmement délicates.
parce que ça change tout le temps. Les gens qui utilisent ça, en plus, vous ne pouvez pas non plus les laisser en permanence globalement avec ces équipements. Il faut que ça puisse être adapté. Et on attire bien d'ailleurs votre attention là-dessus, c'est que la non-implication de l'opérateur, l'implication insuffisante de l'opérateur en amont, non seulement sur les fonctionnalités de fond de l'exosquelette, mais même, j'allais dire, sur des trucs qui sont plus formels, qui sont plus externes, qui à la limite ne peuvent pas être des jeunes, sont très importants. Je vais vous prendre un exemple. Dans un autre CHU de soins non français qui était à Genève, on parle souvent des soignants, mais je dirais que pardon de la parenthèse, mais dans les hôpitaux, vous avez aussi le personnel technique, c'est-à-dire non soignant, et c'est en nombre. La même chose, au point aussi important, il y a un poste, moi je veux dire que j'ai découvert aussi il n'y a pas très longtemps, qui est très important, qui est celui de la blanchisserie. Et c'est idiot, mais une blanchisserie dans un hôpital, non seulement ça a les draps et globalement l'ensemble sur lequel il faut que ce soit, mais vous avez par exemple tous les équipements, les blouses, et qui doivent aller depuis la taille nourrisson jusqu'à la taille 40 XL pour autres. Et donc les filles, c'est principalement les femmes qui bossent les bras en l'air et donc ont besoin d'un certain nombre d'autres. Et il y a des expérimentations qui globalement ont été faites. Il y a une erreur psychologique importante, si on peut dire, qui était que les équipements en question étaient des équipements plutôt de construction, j'allais dire globalement de pays nordiques, avec faites pour des mecs, j'allais dire qu'il y avait plutôt des bons hommes mesurant 1,80 m, hyper sportifs, et ils se sont retrouvés là avec des filles qui étaient des utilisatrices et qui étaient plutôt des filles de l'Europe du Sud, donc plutôt inférieures à 1,65 m, et donc plutôt dodues, voilà, et donc on avait un problème d'ajustement, et normalement là ça a été échec, ça n'a pas pu marcher. Et donc